Voilà, on va parler de Pessah, bien évidemment. Alors, dans la journée du 14 Nissan, ce qu'on appelle la veille de Pessah, il y a, cette année ça va être un lundi, il y a, la veille vous avez fait la petite Hametz. Donc c'est... Dimanche soir, tout le monde fait la vérification du Hametz. Alors, le dimanche, le lundi, la journée se partage en deux parties. Vous avez jusqu'à midi, avec l'heure d'été ça fait du midi et demi, et depuis midi jusqu'à la nuit. Quelle différence y a-t-il entre le matin jusqu'à midi et du midi jusqu'à la nuit? C'est que quand il y a le Beth Amikdash, à partir de midi, Chatzot, ce qu'on appelle Chatzot, on devait offrir le Korban Pessah. Donc tous les gens montaient à Jérusalem, tous les gens, il y avait bien sûr des gens qui ne montaient pas, puisque c'était trop loin, ou qui étaient malades, ou ils habitaient dans un autre pays. Donc les milliers de gens qui montaient, ils offraient le Korban Pessah. Et donc, depuis l'après-midi, ça a un statut de fête. Bien que ce ne soit pas encore le Yom Tov de Pessah, il s'appelle quand même un jour de fête. Et il est en vérité, comme le Chol HaMoed, comme la fête du milieu dans Sukkot et Pessah. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on ne peut pas faire des travaux dans ce temps-là. Tous les travaux qu'on peut faire, ce ne sont que des travaux liés avec la fête immédiate. D'accord. Donc c'est pour ça que on permettait, par exemple, on permet 3 accords de métier jusqu'à midi. Les coiffeurs, jusqu'à midi, les coiffeurs, les cordonniers, pour avoir des chaussures pour monter au Beth Amikdash. D'accord? Et les tailleurs, pour finir un vêtement dont on a besoin pour la fête. Ces 3 corps de métier, on les laisse travailler jusqu'à midi. Donc tous les autres, ils sont censés ne pas travailler. Donc dans la matinée, à part ces 3 corps de métier, personne ne travaille. Sauf ceux qui ont besoin pour la fête. Jusqu'à midi, pour la fête. C'est-à-dire quelqu'un qui doit réparer sa voiture, parce qu'à Chol HaMoed, il en a besoin pour faire des visites, par exemple, se promener, etc. Ou alors un docteur pour donner des traitements cachers de Pessah. D'accord? Mais à part ces choses extrêmes, il y a 3 corps de métier, donc qui sont permis jusqu'à midi. Coiffeur, tailleur, cordonnier. Donc, un homme ou une femme, donc,
qui veut, dans l'après-midi, faire un travail, eh ben, il n'a pas le droit. Si quelqu'un n'a pas eu l'idée d'aller chez le coiffeur, ou de faire finir son costume, ou sa robe, dans l'après-midi, il ne peut pas le faire. On a le droit de faire du travail, comment on appelle ça, pas professionnel. Par exemple, on se rend compte qu'il y a un trou dans la nappe. Alors, bon, on va plus ou moins réparer le trou, si on n'a pas une nappe plus propre. Ou alors on se rend compte qu'on a un ourlet qui est mal fait sur une robe, ou alors un trou dans une chaussette, ou alors un mouton qui est sauté. Un petit truc comme ça qui n'est pas professionnel, ça on peut le faire dans l'après-midi de Pessah. Mais faire un vrai travail sur ordinateur ou électrique, enfin, une installation électrique, de la menuiserie, etc. Si c'est pas d'urgence, j'en ai besoin pour le soir, la guide que j'ai, je rajoutais une table pour le CDR, par exemple, pour mettre des matzot, et puis je me rends compte que la table elle est bancale. Alors, j'ai le droit de donner un coup de marteau sur la table, comme ça, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que puisque c'est pas encore la fête, tout est permis. C'est-à-dire que c'est pire que Erev Shabbat. Erev Shabbat, il y a écrit que celui qui, dans l'après-midi de Shabbat, de vendredi, il veut travailler, on dit, il a le droit, mais il verra pas de bracha dans ce qu'il fait, quoi. Sauf si c'est indispensable. Il n'y a pas de bracha là-dedans. Mais RF Pessah, c'est pas qu'il n'y a pas de bracha, c'est que c'est interdit. Puis c'est le temps du Korban Pessah. Donc, le Korban Pessah, il n'y a pas que la nuit où on le mange, il y a l'après-midi où on l'offre. Le Korban Pessah, il est partagé en deux étapes. Le fait de l'offrir dans l'après-midi du 14 et le fait de manger dans la nuit du 15. Donc, depuis Chatzot, c'est-à-dire le midi du 14, lundi, jusqu'à la tombée de la nuit, vous n'avez le droit de faire que des choses qui sont liées avec la fête. Alors, on peut préparer le repas, tout ça. C'est ça, voilà. Tout ce qui est permis pendant la fête, cuisiner, nettoyer la maison, se laver, laver les enfants, etc. Tout ce qui est lié avec la fête, on a le droit de le faire, mais tout ce qui est, par exemple, vous avez oublié d'écrire une lettre, et que cette lettre doit partir à la moelle, ben vous êtes mal. Parce que vous n'avez pas le droit il fallait penser à ça avant. Donc, tous les gens qui ont oublié d'aller chez le coiffeur, il y en a plein qui oublient d'aller chez le coiffeur, eh ben, ils sont fichus dès que l'après-midi est arrivé. Si tu veux aller, il fallait y aller avant. D'accord ? Donc le temps du Korban Pessah, c'est un temps de fête. C'est pour ça que les Yerushalmim, ils s'habillent déjà avec le Streimel et l'habit du Shabbat pour montrer que la fête elle est déjà entrée dans l'après-midi. D'accord ? Et donc, on ne fait que des choses qui sont liées avec la soirée du Seder et le Chol HaMoed. Donc, c'est un digne de comme Chol HaMoed. Il y a des gens qui disent que, des commentateurs, des décisionnaires qui disent que c'est comme Chol HaMoed, c'est-à-dire il y a un sujet de transgression. Carrément. Vous savez, vous connaissez ça dans le Pirkei Avot. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit « Celui qui fait honte aux fêtes, même s'il a de la Torah avec lui et des bonnes actions, il n'aura pas le monde futur. » Alors, ça veut dire quoi, faire honte aux fêtes? Ça veut dire travailler pendant Chol HaMoed. C'est ça, faire honte à la fête. Puisque si c'était faire honte à la fête, c'est-à-dire le Yom Tov, c'est évident que tu n'as pas le droit de le faire. Donc on n'a pas besoin des Pirkei Avot pour ça. La Torah, elle te le dit. Mais là, on parle du Chol HaMoed, que tu n'as pas le droit de faire honte. D'accord? Et là, à tel point qu'on dit qu'on t'enlève le monde futur. C'est pire que si tu avais tué ton père et ta mère.
D'accord? Et donc, la même chose pour Erev Pessah. Donc, il ne faut pas négliger cette chose-là. D'ailleurs, c'est pas chaud, celui qui s'amuse à, par exemple, réparer un ordinateur ou un appareil dont il n'a pas besoin pour la fête d'urgence ou pour le Chol HaMoed, il peut être sûr que dans les jours qui suivent, l'appareil va sauter ou on voit que ça n'a aucun intérêt. Donc il faut bien réfléchir. Il ne faut pas dire, bon, après tout, je vais bien préparer ma cuisine la veille, et comme ça, dans l'après-midi, je pourrais faire changer les ampoules, faire quelques bricoles dans la maison, parce que j'en ai besoin pour l'année. Non, tu ne peux faire que si c'est dans le but du soir du CDR. On a oublié d'acheter quelque chose. Ah, aussi ça? Les courses, oui, faire des achats, ça ne s'appelle pas un travail. C'est pour ça que les commerçants de nourriture d'habits, etc., ils sont ouverts. On ne parle pas du commerce. Le commerce, ça ne s'appelle pas un travail. On parle d'un travail, c'est-à-dire avec les mains. Un travail manuel, par exemple. D'accord? Et donc, ça, il faut le savoir. Que dans l'après-midi de Pessah, bon, cette année, bien évidemment, comme Mashiach sera déjà là, donc on sera occupé au Corban. Donc c'est évident qu'on aura d'autres chats à fouetter que de changer les ampoules quand on sera obligé d'aller au Beth Amikdash. Ah ouais, ça, on abandonnera la maison. Il faudrait déjà que si le Beth Amikdash doit venir au début de Nissan, il faut qu'il y ait la vache rousse. Parce que s'il n'y a pas de vache rousse, comme on l'a vu la semaine dernière, pas de vache rousse, pas de corban. Tu ne peux pas manger le corban Pessah si tu es impur. Où est-ce qu'elle va arriver la vache? Donc les hommes, les femmes, les enfants doivent faire la queue pour se faire asperger de la vache rousse. Sinon, si vous n'êtes pas pur de la mort, vous ne pouvez pas manger le corban Pessah. Et vous ne pouvez pas vous faire inviter, vous êtes obligé de manger ce que vous voulez, mais pas le corban Pessah. Parce que vous ne pouvez manger le corban Pessah que celui qui a été aspergé par les eaux de la vache rousse. Ah ouais. Et cette année, ça va être Aaron Cohen qui va nous faire la vache rousse. Parce qu'il quand il va se lever, il ne va pas quand même donner ça à quelqu'un d'autre. Donc il va lui-même faire l'opération de la vache rousse, et ses collègues, les jeunes Kohanim, ils vont prendre, on va faire comme à la coupe patroline, vous prenez vous faites la queue, et vous faites asperger. Vous faites asperger, premier jour, troisième jour, septième jour. Donc ça veut dire que c'est un moment de fête, l'après-midi de Pessah. On ne peut pas considérer ça comme Purim ou dimanche. On dit, puisqu'on peut faire des travaux, alors je fais ce que je veux. Non, tu ne fais que ce qui est indispensable pour la soirée du CDR et de la fête. Maintenant, quand rentre la fête, alors il y a un grand principe qu'il faut connaître, très grand principe qu'il faut connaître, le Hametz, pendant Pessah, il est interdit même à 1 milligramme près, d'accord? Un tout petit peu de Hametz qui est tombé pendant Pessah interdit tout le mélange, d'accord? C'est une rigueur qu'on a pour Pessah, qu'on n'a pas sur aucune autre interdiction de la Torah. Mais à quel moment cette interdiction du machéou, du petit peu, commence? Au coucher du soleil, uniquement au coucher du soleil. C'est-à-dire que tant que le lundi soir, le soleil ne s'est pas couché, il y a ce qu'on appelle le bitul beshishim, tout s'annule encore dans 60. Donc, cas de figure fréquents, vous avez, admettons que vous avez remué la soupe que vous avez mangée le soir, ou coupé de la viande avec un couteau ou une cuillère qui n'est pas kasher le Pessah, qui est Hametz. Ouais. Vous êtes trompé, vous avez
Voilà, ou alors vous avez passé au 1, 2, 3 des légumes avec un truc dont vous ne savez pas du tout s'il est caché sur le Pessah, et peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Et donc vous avez fait ça déjà. Vous l'avez déjà fait. Ah, vous dites, oh là là, mais c'est pas celui-là qu'il fallait prendre, c'était celui qui est sur le Pessah. Tant qu'on n'est pas au coucher du soleil, il n'y a aucun problème. Du 15, il faut parler du 15. Du 14 au coucher du soleil. Quand le 14 au soir, le soir du Seder, le soleil se couche, là la rigueur d'interdire le Khametz un tout petit peu commence, pas avant. D'accord? C'est pour la raison pour laquelle, quand vous achetez du vin, ou vous achetez plein de choses qui sont cachées sur le Pessah, vous les achetez bien avant. Donc, quand vous les achetez bien avant, s'il y a eu un guide que dans le champ dans la vigne, le gars qui a ramassé la vigne, il avait son sandwich avec lui et le sandwich est tombé dans la cuve. Comme c'est avant Pessah, ça nous est complètement égal, puisque c'est annulé. Si c'était après le coucher du soleil, ce serait un problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a des communautés, carrément, qui cuisinent avant Pessah dans des ustensiles Hametz. Cuisinent avant Pessah dans des ustensiles Hametz, propres, bien évidemment. Ils ne sont pas cachés le Pessah, mais ils sont propres. Ouais. Donc le Hametz qui est recraché par les ustensiles ne rendent pas l'aliment interdit, puisqu'il a été fait avant le coucher du soleil. Comme à l'époque avec les olives. D'accord? Donc il y a des gens comme ça qui n'ont pas envie de descendre toute leur vaisselle et qui veulent préparer déjà depuis maintenant des légumes au vinaigre ou des plats à l'avance. Ils peuvent le faire dans des ustensiles qui ne sont pas cachés le Pessah, puisque et après ils vont les transvider dans les ustensiles de Pessah pour manger. Puisqu'on est avant le coucher du soleil. Même si les légumes absorbent le Khametz. Voilà. Non plus. Puisque le coucher du soleil n'est pas arrivé, donc tous on utilise l'annulation dans 60 fois plus. D'accord? Mais c'est important de savoir ça. Combien de fois c'est arrivé dans les hôtels, par exemple. Dans les hôtels, ils se sont trompés de marmite. Par exemple, ils ont cuisiné de la viande ou une soupe dans une marmite qui n'était pas cachée à le Pessah, et le surveillant s'en est rendu compte dans l'après-midi déjà. Donc on ne jette pas la marmite, on la transvase, c'est tout. Donc il faut savoir ça. D'accord? Et évidemment, c'est connu le proverbe qui dit qu'il y a deux Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et le Shulchan Aruch des femmes. Que les femmes, elles jettent tout, même si c'est permis. Bon, mais on ne parle pas des gens qui font du gaspillage. On parle des gens normaux. Si ça s'est passé, il ne faut pas jeter, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de problème. Maintenant, le soir du Seder, il y a deux comportements à la table du Seder. Il y a le comportement à l'ancienne, où il y avait le chef de famille qui faisait tout et les gens le regardaient. D'accord? Par exemple, quand on a fait le kidouche, le balabaït, le chef de famille fait le kidouche, les gens ils écoutent, ils répondent amen, après ils s'assoient et ils boivent. Ils boivent, mais ils n'ont rien dit. Ils ont dit que amen. Ou alors le karpas, on se lave les mains pour manger le karpas. Il y a des communautés où il n'y a que le chef de famille qui se lave les mains. Les autres, ils restent assis, ils attendent. D'accord? Ça, c'est le comportement des gens d'avant, où c'était le chef de famille qui était le chef d'orchestre, et les gens le suivaient. Maintenant, vous avez une possibilité qui est plus moderne, qui est la démocratie, où tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout.
Ouais. Par exemple, vous faites le kidouche, ben vous faites tous ensemble. Tout le monde dit le kidouche ensemble. Pas seulement le chef de famille, on répond amen, mais tout le monde répond pas en même temps, lit la Haggadah en même temps que le chef de famille. D'accord? Tout le monde s'assoit en même temps, tout le monde boit en même temps, etc. Et quand on mange le carpas, tout le monde va se laver les mains, pas que le chef de famille. Les hommes, les femmes, les enfants, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. D'accord? D'accord? Donc, et ça c'est un grand clal dans la soirée du Seder. Vous pouvez, comme les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde doit faire la soirée du Seder. Vous pouvez aussi, pas simplement écouter d'une oreille ce que dit le chef de famille, mais le faire vous-même. D'accord? Faire les brachot du kidouche, la bracha de Adama sur le karpas, la bracha du motzi, matzah quand on mange la matzah, etc. Tout ce qu'on peut faire, tout le seder, on peut le faire aussi bien que le chef de famille. Il n'y a pas besoin de... Pourquoi c'est mieux? Parce qu'à l'époque où les gens, par exemple, chez les Thémanim, par exemple, chez les Yéménites, dans les synagogues Thémanim, il n'y a pas de... Les gens ne prient pas. Ils se rendent quittes du chazan. Ils restent immobiles et ils répondent mot à mot, ils écoutent mot à mot ce que dit le chazan. Aujourd'hui aussi. Mot à mot. D'accord? Mais dans les autres kehilot, on ne fait pas comme ça. Dans les autres kehilot, chacun prie. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous vous rendez bien compte que c'est plus difficile de se concentrer à écouter mot à mot quelqu'un que de le faire soi-même. Quand vous le faites vous-même, même si vous ne vous concentrez pas, le fait que votre bouche le dise, c'est sûr que vous êtes impliqué dans ce que vous faites. Alors que quand vous écoutez mot à mot, peut-être que votre cerveau, votre esprit va s'envoler et vous allez pas du tout suivre ce que le... Comme disait un rave, dont le fils du Rav Yosef, qui est mort, le pauvre Yaakov Yosef, il disait, faites un sondage. Au moment où le Chazan répète la tfila de Shemona Esrei, de 18 brachot, faites un sondage, le gars il fait, oh, amen. Oh, amen. Dites-lui, à quoi tu as répondu amen là? Il ne saura même pas. Si c'est Mevarech Hashanim, Ofechol Ero Israël, c'est instinctif qu'il répond bon, je amen. Il est sérieux, il ne parle pas. Mais il n'a pas entendu la question. Mais est-ce qu'il sait sur quel bracha il a répondu? Pratiquement sûr que non. C'est-à-dire que se concentrer quand quelqu'un parle est plus dur que quand on parle soi-même. D'accord? Quand je fais le cours, vous pouvez dormir pendant le cours et vous ne vous gênez pas. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dormir quand je fais le cours. Puisque je fais le cours, je suis obligé de rester réveillé. Sinon, imaginez-vous la catastrophe. Si les élèves dorment et le professeur aussi. Donc, on voit bien que... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on voit bien que le soir du Seder, à l'époque où les gens, ils étaient très concentrés, ou alors ils étaient très illettrés, ils ne connaissaient rien, d'accord? Ils faisaient ce qu'on leur avait dit de faire, mais ils n'étaient même pas au courant de quoi il s'agit, d'accord? Ils connaissaient un peu la musique, la musique des chansons, ils se rappelaient, mais de quoi ça parle, ça va pas. Comme demander aux Marocains qui n'ont pas étudié la Torah, qu'est-ce que ça veut dire Bibilouya? Ils font Bibilouya, les Marocains. Alors, ils prennent le plateau et ils tournent. Ils tournent avec le plateau. C'est Bibilouya. Alors justement, Bibilouya. Quand vous entendez ça, vous voyez que c'est une plaisanterie, quoi, Bibilouya. En vérité, c'est la Haggadah du Rambam. La Haggadah du Rambam, elle commence comme ça. Bi Behilou, c'est-à-dire avec empressement, Yatsanu Mimitzraïm. Avec empressement, nous sommes sortis d'Égypte et on commence à l'Armania, etc. Voilà, le Rambam, comment il fait le titre de son Haggadah. Alors,
communauté, on dit tiens, c'est une belle phrase, là. On va dire ça avant de commencer le Seder. Avec empressement, nous sommes sortis d'Égypte. Alors c'est Bi Behilou Yatsanu Mi Mitzrayim. Mais les gens qui comprenaient rien, ça devenait Bibilouya. Bi Behilou Yatsanu Mi Mitzrayim. Ah, vous dites à quelqu'un, vous vous rappelez de Bibilouya? Ah oui, bien sûr, et c'est des voisins de palier, quoi. Alors qu'en réalité, si vous avez lu le Rambam, vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'entête du Rambam. Donc la plupart des gens, ils se rappelaient des chansons comme ça, d'accord? Les Algériens, par exemple, ils jetaient la feuille de salade par la fenêtre. Pas que les Algériens. Ouais. Alors, il y en a, il va raconter, c'est une blague. C'est une blague. Il m'a dit que dans sa communauté, il avait vu les Algériens jeter la feuille de salade par la fenêtre, quand le marron, pour que l'amertume soit sur les goïms de la rue. Mais lui, dans sa famille, ils ont dit tiens, puisqu'on a jeté le marron, on va jeter aussi l'os. Alors ils jetaient aussi l'os par la fenêtre. Je ne vous dis pas un peu la police qui voit un os qui ressemble à une matraque de. Ils jetaient l'os par la fenêtre aussi, d'accord, c'était bien. Et là, qui essayaient aussi de jeter la belle-mère aussi, bon. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ignorances qui sont rentrées là dans ces trucs-là, parce que les gens ne savaient pas lire en hébreu, il n'y avait pas de traduction, donc ils disaient, puisque c'est comme ça, alors on fait comme ça, etc., etc. Donc il y avait une attention, comme les enfants, mais en réalité, les gens, ils n'étaient pas aussi compétents que les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants qui vont à l'école, ils vous font la Haggadah, le Seder, les doigts dans le nez. Hein. Ils savent mieux que le père, qu'est-ce qui se passe. Parce que le père, il travaille toute la semaine, il n'a pas révisé, alors qu'eux, ils sont là-dedans 24 ans sur 24. Donc c'est bien, c'est un bon conseil que tout le monde fasse en même temps que le balabaïk. C'est bien pour les enfants, c'est bien pour les grands-mères, c'est bien pour les invités, que tout le monde fasse en même temps, comme ça tout le monde participe à l'opération du CDR. D'accord? Voilà. Ça c'est pour le soir du CDR. Et que Mashiach soit là ou pas, il y a le soir du CDR. C'est pas parce qu'on va offrir le Korban Pessah qu'on va arrêter de faire le CDR. Parce que le CDR c'était à la maison. Les gens offraient le Korban Pessah au Beth Amikdash. Après, ils arrivaient avec le Korban cru. Et puis, ils faisaient à la hache. Ils le faisaient tourner pendant le repas. Et à la fin du repas, avant minuit, ils mangeaient le Korban Pessah en dessert. Il y a la matzah et tout. Il y aura la matzah et tout. Et il y aura, bah oui, la matzah. Quand Mashiach va venir, on va faire les mitzvot comme il faut, quoi. D'accord? Donc on ne va pas enlever des choses, on va compléter tout ce qu'on n'a pas. La différence, c'est qu'au lieu de manger de la matzah comme un ficomane avant minuit, vous allez manger du Korban Pessah. Qui est un agneau, n'est-ce pas? Qui est un agneau ou un chevreau. Il vaut mieux un agneau, ça sent moins mauvais. Un chevreau ou un agneau. Le fils de la chèvre, c'est un chevreau. Ouais. Ça sent très fort, c'est mauvais, c'est dégoûtant. Ou alors, les gens plus sensibles, ils achetaient un agneau, qui est le fils de la brebis, du mouton. Donc c'est une viande beaucoup moins forte que la chèvre. En plus, après le repas, Et ça se mange en fin de repas, en dessert, quoi. D'accord? Donc, Bekitsu, si Mashiach arrive, on rajoutera simplement le sujet du Korban Pessah. On gardera les matzot, on gardera on gardera on fera tout comme d'habitude, plus le Korban. Et la Haggadah, il n'y a pas des changements? Dans la Haggadah elle-même? Dans la Haggadah, non, au contraire, ce qu'on fait dans la Haggadah en souvenir du temple, on le fera avec le temple, avec le Beth Amikdash. Bekitsu, donc voilà ce qu'il faut espérer. Et maintenant, on va passer au côté de la paracha. Alors, comme cette année, il y a 2 Hadar. Comme il y a 2 Hadar, on lit
comme cette semaine, la paracha Tazria, qui parle, à part la naissance du bébé au 8e jour, etc., ça parle de la lèpre, des gens qui ont attrapé la lèpre. Et la semaine d'après, on lit Metzora, ça s'appelle carrément le lépreux, Metzora, et ça parle comment on guérit de la lèpre. Dans la paracha de Tazria, on lit les symptômes de la maladie de la lèpre. Dans la paracha de Metzora, on explique qu'est-ce qu'il doit faire le lépreux pour se purifier de cette lèpre. Et donc, chaque fois qu'il y a 2 Hadar, ces 2 parachiotes, on les lit donc avant Pessah. Tazria, Metzora, avant Pessah, on lit ça. Et donc, évidemment, on sait très bien que les lectures de la Torah ont été coupées de façon à ce qu'on lise toute la Torah en un an, mais la providence fait que, puisqu'on lit tel morceau à tel moment, c'est qu'il doit y avoir un rapport entre le morceau qu'on lit et le moment qu'on vit. Donc, providence de cause à effet. Et donc, il faut s'interroger pour quelle raison lit-on Tazria, Metzora, les lectures de la lèpre, dans cette période préparative à Pessah. Qu'est-ce que ça vient faire avec Pessah? La lèpre, c'est la lèpre. Alors, oui, alors, les commentateurs nous disent que la lèpre dont on parle dans les parachiotes, c'était les conséquences de la mauvaise langue, du lachon hara qu'on avait dit, d'accord? Qu'on avait dit, alors ça commence à toucher d'abord la maison. Et si on n'arrête pas, ça va toucher les habits. Et si on n'arrête pas, ça va toucher la peau elle-même. Ça va se rapprocher de plus en plus de l'individu, homme ou femme. Parce que la lèpre, dans la Torah, on voit Moshe Rabbeinu qui s'attrape la lèpre avant de commencer la sortie d'Égypte. Quand il dit sur les Juifs qu'ils n'écouteront pas. Alors Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine, après il sort la main lépreuse, et après il guérit. Donc on voit que ça touche les hommes, et on voit dans le désert que ça touche sa sœur, Myriam. Donc on voit bien que la lèpre n'est pas une maladie matérielle, c'est une maladie spirituelle, ça touche la mauvaise langue, et on voit que ça ne touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes, et ça peut même toucher les bébés, ça pouvait même toucher les enfants. Et à l'époque, ça pouvait même toucher les goïms, les nations. C'est quelque chose de spectaculaire. Et donc, on s'interroge sur cette relation qu'il y a entre la lèpre, avec sa guérison, et avec Pessah. Ça vient faire avec Pessah. Alors déjà, on te dit, quelle est la racine psychologique qui provoque la lèpre? Alors on te dit, si on te cite 3 cas de lèpre, enfin 3 symptômes de la lèpre. Alors il y a écrit Adam, qui y est be'or besaro, si quelqu'un a sur sa peau, on parle déjà de la lèpre qui touche à la peau, pas de la lèpre des murs et de la lèpre des habits. Si un homme il a sur sa peau, be'or besaro, sur la peau de sa chair, se'et, donc première catégorie de lèpre, ça s'appelle se'et. D'accord? O sapachat, O baeret, c'est trois symptômes différents de la lèpre, qui sont liés avec l'aspect que ça a, de devenir blanc, après de devenir brillant,
après de rendre les poils blancs aussi, etc. Donc c'est 3 symptômes qui sont extrêmement difficiles, puisque c'était pas très peu de sages connaissaient les symptômes de la lèpre. C'est pas comme aujourd'hui, à la cache-route, vous avez des livres, il suffit que vous les lisiez bien, ça y est, vous connaissez le lait, la viande. Par contre, là, c'était des trucs très difficiles, parce que ça rejoignait la médecine avec l'anatomie, avec le sens des couleurs. C'était pas du tout pachout d'être un décisionnaire sur la lèpre. Enfin, il y avait très peu de gens qui étaient, les prophètes et des gens comme ça, qui étaient spécialistes pour déceler la lèpre. C'est pas parce que quelqu'un il a une tache blanche qu'il avait une lèpre. Peut-être c'est pas du tout de la lèpre. Donc on te dit à 3 signes. Se'et, sapachat ba'eret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, profondément? On dit Se'et, ça vient, on l'a vu ça déjà lundi, Se'et, ça veut dire s'élever, être au-dessus d'eux. Donc pour dire la mauvaise langue sur les gens, puisqu'on a vu que la lèpre c'est la punition de la mauvaise langue, pour dire de la mauvaise langue, c'est que tu penses que tu es plus grand que l'autre. Il ne peut pas y avoir de mauvaise langue quand quelqu'un est très humble et que lui pense qu'il n'est rien et que les autres sont tout. Il ne va jamais dire du mal des gens. Il ne peut dire du mal de quelqu'un que s'il se croit supérieur à lui. Premier symptôme, le fait d'être se'et, de se croire plus haut que l'autre. Si tu te crois plus bas que l'autre, tu ne vas pas dire du mal de lui, au contraire, tu vas le complimenter. Tu vas dire, quoi la cavotte, c'est bien ce qu'il fait. Alors que si tu dis, moi je suis et lui il n'est rien, là tu vas dire, donc c'est la superbe. Tout ça c'est le rabbi Elimelech de Lichens qui explique. Donc c'était la Iloula il y a quelques jours. Et il dit qu'il y a un deuxième symptôme, sapachat. Sapachat, ça veut dire être nispach, ça veut dire dans l'armée, les gens qu'on raccroche au gros de l'armée. Des groupes qu'on affilie. On les satellise à un grand groupe de l'armée. Ou alors quand vous avez dans une facture que vous recevez, vous avez la facture, la kheshbonit, et en dessous vous avez un petit récépissé que vous arrachez, vous payez avec. Ça s'appelle aussi un séfiach, un truc qui a été collé, ajouté à. Donc c'est quoi sapachat? C'est le fait de dire moi je suis en dehors de la communauté, mais je leur fais plaisir, quoi. Je les fréquente. Je ne suis pas un chelek integrali, comme on dit. Je ne suis pas une partie intégrante de la société. Je veux être gentil, je les fréquente. Mais moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec eux. La société ne m'intéresse pas. Je suis tellement grand que qu'est-ce que je vais faire avec tous ces bougnoules là. Donc ça pachat, ça veut dire qu'il a un sentiment d'avoir été mesoupar, d'avoir été rajouté malgré lui à un groupe. Mais lui, il n'a rien à voir avec le groupe. Donc il y a cet aspect qu'on retrouve, par exemple, comme il dit, Hillel Azaken, qui était un homme d'une humilité remarquable, qui te dit Atifrosh minatzimour, ne te sépare pas de la communauté. Atifrosh minatzimour. Ça veut dire, comme Moshe Rabbeinu, etc. Il aurait pu dire, moi, j'ai rien à voir avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Non, il est intégré avec eux. Il dit nous. Il dit nous, il ne dit pas vous et moi. Oui, mais il a quand même mis sa tente. Ça, c'était pour les punir.
pour leur montrer qu'ils se sont mal comportés, donc il était obligé de faire nous. D'accord? Il fallait qu'il leur montre que tu n'as pas le droit de... comme le professeur de l'école ou le père, qui doit être gentil, etc. Mais il y a des moments où il doit dire non, puisque tu n'es pas gentil, allez, je ne te parle pas. Sinon, il n'y a pas de barrière, sinon il n'y a pas de tchouva. Si on croit que tout ce qu'on fait, allez, ça passe, on reste toujours copains. Donc, comme Dieu montre qu'il fait nous, attention à vous, mon cher Aveno, il aura donné cet exemple-là. Et après, on voit jusqu'à la construction du Mishkan. Quand Dieu s'est réconcilié avec nous, alors lui aussi il s'est réconcilié. Donc lui, le gars qui dit Sapachat, c'est-à-dire il dit moi je suis... qui suis-je pour fréquenter le peuple, la communauté? Je suis par obligation, mais en réalité je n'ai rien à voir avec la communauté, je suis seul. Je suis bien au-dessus de tout le monde. Donc on va dire, quelqu'un qui est comme ça, il devient un Baal Lachonara, il devient quelqu'un qui dit de la mauvaise langue. Vous voyez d'ailleurs comment ça marche là. Le groupe de la médisance professionnelle, c'est les journalistes. C'est leur métier de dire du mal. Alors, ils ne sont jamais payés pour dire du bien, ils sont toujours payés pour dire du mal. D'accord? Et en plus, ils sont persuadés qu'on les écoute pour ça, quoi. Ils ne vont pas écouter une radio pour écouter des gentillesses sur les uns et les autres. Ils vont écouter la mauvaise langue. Or, si vous avez remarqué, la CAT, la secte des journalistes dans le monde, elle se croit toujours au-dessus de tout le monde, quoi. Ils sont... ils font la pluie et le beau temps, parce qu'ils s'imaginent que ils sont au-dessus des politiciens, au-dessus du peuple, au-dessus des curés, au-dessus des hommes, des femmes. Ils sont un clergé. Un clergé. On dirait le clergé, il y a les archevêques et tout. Le monde le monde des médias, il est comme ça aujourd'hui. Comme vous voyez, donc ça veut dire que puisque je suis en dehors, parce que je suis au-dessus de la mêlée, donc je peux me permettre de critiquer tout et d'ouvrir ma bouche contre tout le monde. Puisque je condescends à fréquenter la société. En réalité, je devrais être dans un château tout seul. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? D'accord? Et toute ressemblance avec notre ministre des Finances, Yair Lapid, n'est pas fortuite. Puisque cet individu était un journaliste et il continue à être un journaliste. C'est-à-dire parler de choses qu'il ignore et s'imaginer qu'il rend service à la société quand il parle avec nous. Donc ça pachat, ça veut dire que c'est un sentiment de supériorité, comme le scène qu'on a vu tout à l'heure, mais là la différence elle est que tu dis non, je suis dans la société, mais j'ai rien à voir avec eux, ils sont complètement en dessous de moi, ces gens-là. Ça pachat. Troisième catégorie de lèpre, Bahéret. Bahéret, ça veut dire brillant. Bahir. Être brillant. Brillant, ça veut dire penser que je sais tout et que je n'ai pas besoin des autres. Je suis bahir, je suis splendide. Hein? Donc c'est en général la propriété des jeunes, hein, qui connaissent tout, ils savent tout, ils n'ont pas besoin ni des vieux, ni des gens expérimentés, ni des savants, ils sont savants eux-mêmes. Baheret, ça veut dire il est brillant par lui-même. Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme enseignement que je ne sais déjà? Je sais tout. J'ai tout lu, tout vu, tout bu. Donc c'est la Baheret, ça veut dire se croire investi de toutes les sciences, savoir tout. Et ces trois symptômes du Lachon Hara, ces trois symptômes sont ceux qui mènent au Lachon Hara. Si tu n'avais pas en toi ce sentiment de Seth, de te croire plus fort que tout le monde,
psapachat, de dire je n'ai rien à voir avec tout le monde mais je les fréquente quand même, et baéret, on n'a rien à m'apprendre, je suis brillant par moi-même, je n'ai besoin de personne, oui je sais, oui je sais, oui je sais. Et bien ces trois catégories-là de caractères, c'est ça qui donne la lèpre. C'est ça qui fait que les gens disent la shonara. Donc si quelqu'un ne rentre pas dans ces trois catégories, ben vous n'allez jamais l'entendre dire la shonara sur les uns et les autres. D'accord? Alors maintenant vous allez dire, mais quel rapport avec Pessah? Ouais, le Ben Arabe et le Alors. Richard. Non, alors quel rapport avec Pessah? Le rapport en finesse, c'est qu'on te dit, le Harizal te dit, il y a un jeu de mots. Nous on n'appelle pas ça Chagamatzot. Dans la Tfila, on appelle Chagamatzot, mais quand on appelle la fête, on dit Pessah. Alors vous auriez dit oui, parce que c'est le nom du Korban. Il y a une mitzvah de Korban plus importante que la mitzvah de Matzot. Mais plus profondément, c'est pas ça. C'est que la mitzvah du soir du Seder, et toute la fête de Pessah, c'est de parler. Pessah. La bouche qui raconte. On croit que c'est un jeu de mots, d'accord? C'est un jeu de mots. Ça veut dire, ah, c'est joli, ça, le Pessah, c'est sympathique comme jeu de mots. C'est une blague. Non, pas du tout. Le Harizal, il te dit que c'est pas du tout un jeu de mots. C'est la vérité profonde de la fête. Que la bouche raconte. Puisque la preuve, c'est que la Torah te dit, qu'est-ce que tu fais le soir du Seder? Avec Igadeta levincha. Tu raconteras à ton fils. Donc il y a un sujet exceptionnel dans la fête de Pessah qu'il faut raconter à ses enfants. Donc quand tu racontes, tu ne gardes pas les choses pour toi, tu les racontes. C'est que tu veux que les gens deviennent plus intelligents et qu'ils continuent, etc. C'est le dialogue. Tu parles pour que les gens t'écoutent et qu'ils te répondent. C'est tout le sujet de la tradition. Pourquoi il y a aujourd'hui un très gros problème dans le monde laïque? C'est parce qu'il n'y a aucun dialogue entre les parents et les enfants. Ça n'existe pas de parler avec ses enfants, sauf donne-moi de l'argent, donne-moi les clés de la voiture, tu as fait tes devoirs, arrête de fréquenter Jean-Paul, Louisette, alors, Ouais. mais il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire il n'y a pas de j'ai fait ça, qu'est-ce que tu penses, viens on continue la chaîne, quoi. Donc la soirée de Pessah, c'est le symbole même du judaïsme. La bouche qui parle pour continuer la transmission, pour continuer le flambeau. Je porte le flambeau. Ouais. Pessah, donc on te dit, donc la bouche qui parle, il faut que ce soit une bouche sainte. Si c'est une bouche malsaine, qui dit du mal toute l'année, alors ça ne pourra pas marcher. Pour que tu puisses, quand tu parles à tes enfants et à tes élèves, à tes amis, ce que je sais, que tu leur dises quelque chose et qu'ils vont t'écouter et ils vont dire « Ah oui, c'est intéressant, on devient plus instruit, on va continuer. » Mais il faut que tu sois quelqu'un qui arrête de dire, de salir ta bouche toute l'année avec la mauvaise langue. Le Pessah de la nuit du Seder, la bouche qui parle la nuit du Seder, dépend de la bouche qui parle toute l'année. Comment ta bouche elle parle toute l'année, alors elle parlera le soir du Seder. C'est pour ça que, très souvent dans l'éducation, les gens se rendent compte que ils ont des capacités de bien parler, de bien expliquer, de bien transmettre, et puis pourtant ça ne marche pas, ça ne répond pas. Alors, on lui dit pourquoi ça ne répond pas? Parce que toute l'année, tu salis ta bouche. En finesse, tu n'es pas obligé de salir ta bouche grossièrement, tu peux en finesse dire du mal de celui-là, en finesse, en passant, nanana, nanana.
D'accord? Ah là là. Donc, il te dit déjà, Aleph, les filotes qui ne sont pas répondues, quand Dieu ne répond pas aux prières, c'est que souvent parce que Dieu il te dit, bon, il vaut mieux que je n'écoute pas ta prière parce que, en règle générale, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire du mal des uns et des autres. Alors, j'écoute pas ce que tu dis sur les uns et les autres, et je t'écoute pas non plus. Donc, ton discours, il m'intéresse pas. Oh là là. Donc, par contre, parle, continue à parler. Il vaut mieux que j'écoute pas ta médisance, donc j'écoute pas non plus tes filotes. Ah ouais. D'accord? Donc c'est déjà une nuisance terrible, la bouche qui parle pour dire du mal. Mais le pire, c'est que les gens ne vont pas t'écouter dans le reste. C'est-à-dire le soir du Seder, tu vas parler, mais personne ne va t'écouter. Les 4 enfants qui sont autour de la table, d'accord? Ton discours ne va pas les atteindre parce que tu es, en vérité, un monument d'orgueil. C'est Sapacha de Baeret. C'est pour ça qu'on te dit, ne prépare pas simplement ce que tu vas rentrer dans la bouche pendant la fête de Pessah. Vous avez des gens, ils vous mettent une tête comme ça. Moi je mange pas, ça je prends pas, ça je prends, je ne prends pas, et ça ne les dérange pas de faire de la mauvaise langue sur les rabbinim, et sur les herchérim, et sur les communautés, ça ne les dérange pas. Donc on te dit, ok, ce qui va rentrer dans la bouche le soir du Seder, c'est bien gentil, mais avant de vérifier ce qui va rentrer dans la bouche, vérifie à ce qui sort de ta bouche toute l'année. Parce que le chametz que tu ne veux pas rentrer dans ta bouche, par contre, matériellement, ne met pas du chametz, des propos venimeux quand tu parles des uns et des autres de X et de Y. Ouais. Donc en fait, en vérité, Tazria ou Metzora, les 2 parchiotes de la lèpre, c'est en vérité une préparation directe à la soirée du Seder. Parce que chacun sait que la mauvaise langue, on peut avoir fait le tikkun du crime, réparer le crime, réparer l'idolâtrie, réparer les incestes, réparer les fautes les plus graves. Mais réparer la relation humaine avec la parole, ça c'est une chose extrêmement difficile. Avoir une bouche qui complimente les uns et les autres, c'est pas facile à trouver. D'accord? On voit bien que quand on parle, on a plus tendance à dire qu'une chose n'est pas bien que de dire une chose est bien. D'accord? Et en vérité, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas obligé que les choses négatives soient en plus grande quantité que les choses positives. Peut-être les choses positives sont en grande quantité, mais les gens n'ont pas envie de les dire. Ouais. Bah oui. C'est pour ça qu'on te dit, Tazria Metzora, c'est un repère pour se préparer à Pessah. Il n'y a pas que la nourriture matérielle qui compte à Pessah, c'est le discours qu'on va avoir. Voilà, donc si Dieu veut, nous allons faire une grande teshuva dans le discours, et donc nous serons prêts le soir du Seder à dire des choses qui sont acceptées par les uns et les autres. Mais s'il y a le temps, alors les gens qui parlent la Shonara vont vraiment devenir lépreux? Non, le rabbi explique que, à la différence avec le Géoula et les autres Géoulotes, c'est que le dévoilement qui va se faire d'une seconde à l'autre est tellement grand que les gens vont faire une teshuva totale. Ah bon? Ouais. On n'aura plus envie d'être méchant. Quoi. Il y aura un rejet des mauvaises choses par le dévoilement. Quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un sujet de
nettoyage grâce à la lumière qui va arriver. Donc automatiquement, les gens qui ne seront pas comme il faut, eh ben, ils vont trembler, ils vont vite essayer de rendre, comme il est écrit dans le prophète Ishayahu, oh, il samé le Cholamaïm, les gens qui ont soif, ils iront à l'eau, ils chercheront vite de l'eau. D'accord? Et comme il explique dans le Tanya et dans les prophètes, que les méchants se sauveront dans les cavernes, tellement ils auront peur. Donc il y aura ce sujet de trembler, là, de se protéger du dévoilement. Comme Caïn, quand il a tué son frère, au lieu de faire tchouva, il s'est sauvé. Ah ben, il y aura aussi cette réaction infantile, d'aller se sauver dans les grottes. Donc il y a ce côté de la réaction des méchants qui vont avoir peur. Oh là là, j'ai mal fait, vite, je me cache. Mais après, les règlements de compte, etc., la lumière sera la lumière d'ambiance. Et donc à ce moment-là, il n'y aura même pas une idée d'aller. Il n'y aura pas besoin de se sauver du mal, comme dit le rabbi précédent. Dans toutes les autres galouillottes, c'est les gens qui sont partis de la galoute. Ont quitté la galoute pour entrer en terre de Géoula. Et le rabbi précédent, il dit que dans cette galoute-là, c'est la galoute qui partira du monde. C'est pas nous qui nous sauverons de la galoute, c'est la galoute qui se sauvera du monde. Elle disparaîtra. Donc automatiquement, il n'y a pas besoin de ce sujet de la lèpre, etc. Ça restera un sujet théorique, quoi. Comme toutes les mitzvot négatives. On n'a pas besoin de te dire ne fais pas, parce que tu n'auras même plus envie de faire. Voilà. Bezrat Hashem, donc on est là. Le srout de la Géoula Mitzvah de Hashlema, par Mashiach Tzidkenu. Merci de votre attention et une bonne fête de Pessah à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. La semaine prochaine, il n'y a pas de... Non, mois de Nissan,